Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Zoom. C'est super de pouvoir se réunir, autant de personnes jour de Pâques. Voilà, super de pouvoir passer 1 heure et demie comme on va le faire sur le souffle, sur la méditation sur le souffle, qui est une méditation importante, qui est la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu 4 points sur le souffle. On va reprendre aujourd'hui, puis on va essayer d'en ajouter 2 autres. Et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais les rappeler, ces points, qui sont des moyens de pouvoir plus efficacement observer et concentrer l'esprit sur le souffle. Mais avant ça, je vais rappeler un petit peu le contexte de ce qu'on a vu la fois dernière. La fois dernière, on a vu quelques raisons qui font qu'on commence la méditation et qu'on arrête, parce qu'il faut absolument l'observer, ça, pour essayer de nourrir notre méditation de motivation forte, et puis de savoir quels sont les facteurs dans notre vie de tous les jours qui sont des obstacles à la méditation. Et il y a des facteurs environnementaux, ce qu'on fait dans la journée, à quoi on est occupé, ce sur quoi on focalise notre esprit, notre parole, notre corps aussi, qu'est-ce qu'on fait comme activité dans la journée. Mais ce qu'on a observé principalement la fois dernière, dans les facteurs qui sont des obstacles à la méditation, qui fait que souvent on arrête la méditation, c'est qu'on a des vues biaisées sur ce qu'est la méditation, et en l'occurrence 2 grands types de vues biaisées qui sont le fait qu'on ne sache pas vraiment. Le premier, c'est qu'on a l'impression que la méditation, ce n'est pas une technique, c'est simplement je m'assois, j'observe le souffle, et il n'y a aucun bouton sur lequel intérieurement on puisse appuyer pour essayer de gravir les étapes qui vont faire qu'on va pouvoir concentrer et absorber l'esprit sur le souffle, si c'est le souffle qu'on a choisi comme objet de méditation. Donc, un des premiers obstacles, c'est de se rappeler que, comme bien des techniques, la méditation s'apparente à une leçon de pilotage en réalité, un pilotage de l'esprit pour essayer de l'amener dans ce point subtil, comme si on essayait de faire passer l'esprit dans le chat d'une aiguille, alors qu'on est dans une jeep en pleine savane, par exemple. Ça bouge dans tous les sens, mais il faut arriver à pouvoir passer le fil de l'esprit dans le chat d'une aiguille qui est très fin. Donc il y a vraiment des étapes qui vont nous conduire pour essayer de raffiner l'appréhension de l'esprit jusqu'à arriver à ce point d'équilibre dans lequel l'esprit va être totalement en équilibre sur son sujet, sur son objet, pardon. Donc le premier obstacle, c'est de se rappeler que c'est une technique et de se souvenir des étapes. Et quelques raisons maintenant qui font qu'on commence la méditation et qu'on poursuit, eh ben, c'est de se rappeler les étapes. Et la première, c'est de nourrir notre enthousiasme. Quelque chose de très important dans la pratique de la méditation, c'est nourrir notre enthousiasme, qui peut se décliner en 3 parties. D'abord, c'est se souvenir des bienfaits de la méditation, se souvenir des problèmes qui sont liés au fait de ne pas méditer. Donc là, c'est d'essayer de passer du temps dans la journée ou une fois par semaine peut-être, à se dire mais quels sont les problèmes de la distraction, qu'est-ce que ça engage, quelles sont les conséquences de la distraction, quelles sont les conséquences d'avoir des difficultés à observer et à m'absorber dans le présent, qui sont des conséquences qui peuvent être assez lourdes quand on y pense. On peut voir la grande image de la vie en elle-même, la vie qui n'existe que dans le présent, et que notre absorption à l'anticipation du futur est un obstacle à observer le présent et à pouvoir s'y absorber, à profiter aussi du présent. Et dans le présent se cache la porte de la transformation intérieure qui n'est existante qu'à cet instant présent. Dans certaines écoles philosophiques du bouddhisme, il est même dit que le passé et le futur n'existent pas. Il n'y a que le présent qui existe. Donc, quelques raisons qui font qu'on commence et qu'on poursuit, c'est savoir nourrir l'enthousiasme, et puis après, c'est savoir connaître les étapes qui vont nous conduire à calmer l'esprit totalement, à l'absorber totalement. Et cet entraînement qu'on peut faire sur le souffle, après, on peut le décliner à une réunion de famille, par exemple. Savoir être complètement présent, ça a des bienfaits immenses.
la deuxième étape, après la motivation, c'est de se souvenir de qu'est-ce que la pleine conscience, parce que le premier obstacle qui va surgir dans notre esprit quand on va être assis sur le coussin, c'est qu'on va oublier les instructions, qu'on va oublier ce sur quoi on devrait méditer, et notre esprit va dériver. Et l'antidote à ça, c'est la pleine conscience, qui est la glu mentale qui va venir se fixer sur le souffle. C'est la glu mentale de l'attention qui va venir se fixer sur le souffle. Donc ça, il faut le développer. Chaque fois qu'on identifie une distraction, savoir revenir encore et encore pour développer cette glu mentale. Et puis, il y a aussi une autre faculté de l'esprit qui, de temps en temps, va se dire, est-ce que je suis au distrait? Est-ce que je suis sur le point d'être distrait? Si oui, eh bien, je reviens sur l'objet de méditation. Donc, on doit développer durant la méditation ces deux qualités que sont la vigilance et la pleine conscience. Et on va pour cela procéder par étapes, en commençant par simplement observer le souffle. J'inspire, je suis conscient que j'inspire, j'expire, je suis conscient que j'expire. Ça, c'est la première étape. On va faire ça pendant quelques minutes. La deuxième étape, ça va être d'en savoir un peu plus sur le souffle, d'avoir, comme si on établissait un télescope mental, d'essayer de raffiner un petit peu la portée de ce télescope pour essayer de voir un peu plus en détail le souffle. Est-ce que mon souffle est lent? Est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est vaste? Est-ce qu'il est profond? Quelles sont les caractéristiques du souffle? C'est la deuxième étape. Et on va faire ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, passant d'une étape à une autre. La troisième étape, ça va être d'observer en plus du souffle les sensations, les stimuli qui parcourent mon corps, ma tendance à bouger par exemple, les sensations de picotement, d'inconfort, de tension musculaire, être conscient au moment où on inspire et on expire, du corps dans son ensemble. Et puis, quatrième étape, on va commencer à détendre ce corps. Détendre profondément. Et c'est vraiment les étapes qui nous conduisent à raffiner la qualité de l'attention du souffle par étapes. Et je pense que ces étapes sont aussi énoncées pour correspondre à un entraînement. On ne commence pas tout de suite à essayer de voir toutes ces choses en même temps parce que si on complique trop la méditation pour commencer, on va avoir une tension mentale qui va nous empêcher d'observer l'esprit, d'observer le souffle et qui va créer une tension, qui va créer des distractions qui est à l'encontre de ce qu'on devrait essayer d'accomplir durant la méditation, qui est l'attention, la pleine conscience. Donc, le fait que ce soit des étapes, c'est comme quand on s'entraîne à courir et qu'on n'a pas couru depuis des années, on ne commence pas avec un marathon, on commence avec quelques centaines de mètres. Et bien là, on commence simplement, mais au moins ce qu'on fait, on va essayer d'établir une forme de contentement, ajouter un petit peu, et puis observer le souffle dans son ensemble à travers les sensations qui traversent le corps, puis essayer d'étendre le corps. Donc, quelques remarques avant qu'on commence cette méditation, c'est que calmer le corps, ça ne veut pas dire nécessairement d'étendre toutes les tensions, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine tension dans la colonne vertébrale pour pouvoir se tenir. Et si on est trop détendu, si on a l'impression qu'il faille complètement relâcher le corps, on va s'endormir. Ça peut être assez commun, ça. Donc, il faut garder une forme de tonicité, mais il ne faut pas que cette tonicité devienne quelque chose où on a l'impression qu'il y a une tension, quelque chose de désagréable. Donc, la détente musculaire ou la détente physique n'est pas quelque chose qui est idéal. Ce n'est pas quelque chose qui, à chaque fois, doit s'exprimer de la même manière. C'est se poser la question, comment est-ce qu'à cet instant précis de ma journée, je peux essayer de détendre mon corps? Comment ma respiration peut exprimer cette détente? Alors peut-être qu'il y a des fois où on va avoir l'impression qu'il faille vraiment détendre les épaules complètement, relâcher vraiment le corps, et puis d'autres fois où peut-être que ça a besoin d'être moins prononcé, cette détente. Donc il n'y a pas une détente idéale ou se dire pareil pour le souffle. Si l'on sait que quand on est absorbé sur le souffle, le souffle se calme complètement parce que le souffle est complètement conditionné par nos états mentaux. Quand on est en colère, on a un souffle très fort, très puissant. Et à mesure qu'on développe la concentration, le souffle se calme jusqu'à donner l'impression qu'il est complètement arrêté. Il est très, très subtil. Mais si dès le départ, on essaie d'avoir ce souffle-là alors que nos états mentaux sont encore agités, on va forcer le souffle à vouloir être complètement calme,
alors que nos états mentaux sont encore agités. Donc là non plus, il n'y a pas d'idéal. Il faut procéder par étapes, pas essayer d'en vouloir trop tout de suite, et simplement se dire, voilà, qu'est-ce qui, dans mon souffle maintenant, peut correspondre à quelque chose de détendu? Parce que si on essaie de trop le calmer, ça va créer une tension, on va manquer d'air en plus. Ça, c'est important. Donc, procéder par étapes. Et que dans ces 4 étapes qu'on a vues la fois dernière, il ne s'agit pas de différents objets qu'on observe. Ça, on va le voir aujourd'hui dans les 2 autres aspects qu'on va voir de la méditation sur le souffle. Il s'agit du même objet, on observe toujours le souffle, mais avec un peu plus de portée, avec un peu plus de grandeur, avec un peu plus inclusif de plus de paramètres. Ça, c'est important. Ne pas penser qu'on passe d'un objet à un autre. On est toujours observant du souffle, mais avec la composante du corps, avec la composante de la détente, avec la composante des caractéristiques du souffle. Donc, on garde le même objet. Et à ce titre, cette méditation, c'est une méditation de concentration. Ce n'est pas une méditation analytique. Hein? OK? Donc, on va faire 15-20 minutes de méditation que je vais guider. Puis après, on va échanger. Si vous avez des questions sur votre pratique, vous pouvez les inscrire dans l'onglet de conversation, puis on pourra y répondre. Et puis après, on va parler des obstacles qui apparaissent quand on médite. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces obstacles? Voir les 2 autres attributs de la méditation sur le souffle, refaire une méditation sur le souffle, et puis il sera 11h30, l'heure de nous séparer. OK? Donc, je vous encourage à prendre une position confortable. Et encore une fois, il n'y a pas une position idéale. C'est la position que vous jugez à cet instant la plus à même de signifier pour vous une forme de détente et de tonicité en même temps. Dans la méditation sur le souffle, on n'essaie pas de forcer le souffle. On le conserve naturel, insonore autant que possible. Et s'il est sonore, ce n'est pas grave. Il faut s'y adapter. Et on va simplement être conscient, porter notre attention sur le souffle. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire, sans forcer la respiration, sans essayer de la rendre lente ou profonde. Simplement observer l'inspiration et l'expiration. Se souvenant qu'il est tout à fait normal d'avoir des distractions, d'avoir des pensées qui viennent s'inviter dans la méditation. C'est totalement normal. Ça fait partie de notre vie de tous les jours, d'avoir ces états d'esprit qui apparaissent sans qu'on les invite vraiment. Et on va essayer de ne pas les suivre, gentiment les laisser se dénouer dans l'esprit et revenir calmement sur l'observation du souffle.
Ne pas chercher à essayer d'avoir une continuité absolue. Se souvenir que c'est un entraînement. Essayer d'avoir cet esprit équilibré qui reconnaît aussi, aux instants peut-être, ça dure une seconde, où oui, notre esprit arrive à se focaliser sur le souffle. Essayer d'apporter de la joie, de reconnaître les choses positives, les petites choses qui fonctionnent. Ne pas penser qu'il s'agit d'un échec si on observe des distractions. J'inspire, conscient que j'inspire. J'expire, conscient que j'expire. Et à présent, on va essayer d'observer un peu plus que l'inspiration, l'expiration, un peu plus que d'être conscient quand j'inspire ou quand j'expire. Je vais essayer de reconnaître la caractéristique de mon souffle. Est-ce qu'il est court ou lent? Comment il change d'une inspiration à l'autre? J'inspire, conscient si mon souffle est court ou long. J'expire, conscient si mon souffle est court ou long. Et avec cette même bienveillance pour soi, lorsqu'on aperçoit des perturbations ou des distractions, alors on n'alimente pas le film de l'esprit et on revient calmement sur le souffle. Et de temps à autre, on peut se demander, est-ce que mon esprit est distrait sur le point de l'être? Et même savoir reconnaître quand on est observant du souffle. Pouvoir se dire, ça y est, oui, pendant quelques secondes, j'arrive à observer le souffle.
J'inspire, conscient si mon souffle est court ou long. J'expire, conscient si mon souffle est court ou long. Je vais développer l'appréhension de mon souffle maintenant, à tout le corps. J'inspire, conscient de l'inspiration et des stimuli qui traversent mon corps. De perception de chaleur peut-être, de tension, picotement, de froid. Comme si le corps entier faisait partie du souffle. J'inspire, conscient de mon corps dans son ensemble. J'expire, conscient de mon corps dans son ensemble. Et si j'ai l'impression de me réveiller d'une distraction qui m'a emmené pendant quelques secondes ou une minute, alors ne pas me juger, ne pas alimenter cette distraction avec une forme de jugement, de culpabilité, simplement revenir sur l'objet du souffle, encore et encore. J'inspire, conscient de mon corps dans son ensemble, et du souffle également. J'expire, conscient de mon corps dans son ensemble et du souffle également. Et maintenant, ce corps qu'on a pu observer, ce souffle, dont on a perçu peut-être un peu mieux les caractéristiques, on va essayer de le calmer, d'en calmer l'activité, pas de manière idéale. Et simplement essayer de faire en sorte que ce souffle, à présent, exprime une forme de détente. Comment est-ce que je peux essayer de respirer pour exprimer cette détente, ce calme, cette forme de paix?
comme une maman prend son enfant dans ses bras pour le calmer quand il pleure. On peut essayer d'observer le souffle avec cette même bienveillance, le corps également. J'inspire, je calme les activités du corps. J'expire, je calme les activités du corps. J'inspire et j'essaie d'observer comment je peux calmement faire que ce corps exprime la détente et le calme. Est-ce que ça voudrait dire pouvoir relâcher peut-être un peu plus les épaules, le visage? Faire que le corps soit plus inerte, comme un rocher, comme un arbre. J'inspire et mon corps et mon souffle expriment ce calme. Je m'entraîne à être sensible à ces petites fenêtres qui peuvent apparaître dans mon corps et dans mon souffle de calme, de détente. Calmement, je vais pouvoir réouvrir les yeux, réactiver les activités du corps et doucement sortir de cette méditation. Alors Arnaud, est-ce que Ouais, tu tu as voulais. des, est-ce qu'il y a des questions qui ont été soulevées? Alors, il y en avait deux avant que tu commences la méditation. Il y avait Malika qui demandait, avant l'enthousiasme, n'y aurait-il pas à la fois la possibilité d'être un Bouddha, nous aussi, une sorte d'identification à celui qui nous permet d'imaginer, concevoir le chemin qui nous amènerait et qui nous donne l'énergie, la force de le parcourir. Si, complètement. Mais cette motivation, elle peut être nourrie de multiples facteurs. Elles peuvent être nourries de ce qu'on appelle la nature de Bouddha, mais qui est simplement se souvenir que nous sommes capables de transformations immenses. Donc ça, évidemment, que ça nourrit la motivation. La motivation peut être également nourrie par l'inspiration des êtres qui nous sont inspirants autour de nous. De voir qu'il y a des êtres qui arrivent à cultiver le calme mental et toutes les qualités qui sont générées ensuite. Ça, c'est une forme de motivation, bien sûr. Si ça aide, on peut complètement observer la nature de l'esprit, observer cette nature de Bouddha, qui est le potentiel de l'esprit à la transformation ultime, que
on peut l'expliquer en termes très simples de plasticité mentale, mais ça va bien au-delà, c'est que les perturbations mentales ne sont pas dans la nature de notre esprit, qu'elles peuvent être complètement éliminées par un entraînement, et que la tentation de penser que nous sommes nos propres pensées, qu'elles sont immuables et complètement fusionnées à notre esprit, ça c'est une perturbation mentale qui est liée à la méconnaissance de l'esprit, parce que l'esprit n'a aucune perturbation mentale par nature, on peut complètement s'en défaire. Et savoir qu'on peut s'en défaire, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la pratique de la motivation, c'est non seulement connaître les qualités de la méditation, les défauts de ne pas le faire, mais savoir aussi que c'est possible. Et en observant cette nature de Bouddha, cette nature à la transformation, ce potentiel à la transformation, on électrise notre méditation d'appréhension que oui, c'est possible. C'est complètement possible. Il y avait Rémi qui demandait, est-ce qu'on peut se servir du scan corporel pour parvenir à la détente physique à partir du souffle, inspirer dans les parties du corps et expirer à partir de cette partie du corps? Inspirer à partir de ces parties du corps. En fait, Alors inspirer dans après, les parties oui, du corps. c'est d'autres techniques. Il n'y a pas une seule technique sur le souffle. Il y a différentes traditions, que ça vienne de l'hindouisme ou même du bouddhisme. Il y a différentes écoles. On peut faire de cette manière-là. Ce que je trouve intéressant dans la technique qui est présentée aujourd'hui, c'est qu'on garde en point focal le souffle. Parce que si on ne garde pas une base qui est une base unique, on a malheureusement souvent la tendance à faire que ce scan devienne une forme de distraction. Le scan peut être très justifié dans la pratique de Vipassana, mais dans calme mental, il faut absolument conserver un seul objet, en l'occurrence le souffle. C'est pour ça que je parle plutôt du corps dans son ensemble, plutôt que d'aller scanner chacune des parties du corps qui font qu'on perd l'appréhension du souffle. Le calme mental se développe sur un objet unique. Ça c'est un point important. Donc bien sûr qu'on peut faire ça, mais j'encourage quand même à conserver une appréhension du souffle. À l'intérieur de ça, on peut aussi essayer de faire une forme de scan pendant quelques minutes, et une fois qu'on a fait le scan de quelques minutes, avoir simplement un seul objet à l'esprit. Ce qui rejoint un peu la pratique des visualisations. Quand on essaie de visualiser quelque chose, on essaie de le dessiner dans l'esprit pour commencer, pour se souvenir de chacune de ces parties. Une fois qu'on l'a dessiné dans l'esprit, on essaie d'avoir une appréhension globale de cette chose, qui peut être une visualisation d'un orbe de lumière, d'un Bouddha, quoi que ce soit. Mais on commence par le dessiner à l'esprit, par le scanner, et ensuite, on essaie de cultiver le calme mental, qui est l'appréhension en un point de cette chose-là. Il y avait Thierry qui demandait si tu pouvais redéfinir les activités du corps. Alors, les activités du corps, c'est les choses qui sont perceptibles par la conscience sensorielle. Donc, ça peut être les stimuli qu'on sent dans la conscience tactile. On peut dire aussi ça peut être les odeurs qu'on sent, les bruits qu'on entend, mais principalement ici, c'est la conscience tactile. Et il y a différentes inspirations et de manières dont ces choses sont présentées dans les textes classiques. Mais il arrive parfois que le souffle, et c'est ce que j'ai un petit peu indiqué, le souffle soit pris comme l'élément air aussi, l'élément air qui rend capable de percevoir les activités dans le corps. S'il n'y avait pas cet élément air dans le corps, on n'aurait pas ni la capacité de bouger, ni la capacité de ressentir les sensations à l'intérieur du corps, les stimuli à l'intérieur du corps. Donc les activités du corps, on peut prendre tout ce qui est en lien avec le corps, les sensations physiques, et puis la tendance à bouger aussi, les mouvements. Après, il y avait deux remarques. En fait, Alain qui faisait remarquer que il me semble que la détente se diffuse plus facilement sur l'expire. Et puis Isabelle qui disait, et aussi si on sourit un peu. Oui, ça c'est important. Le point sur le sourire, on va en parler aujourd'hui parce qu'on va parler des sensations. Comment, une fois qu'on a ces quatre étapes, enfin, une fois qu'on a ces quatre étapes, c'est quelles sont les étapes qui peuvent venir après ces quatre étapes. Mais le souffle
est très important. Ça, c'est le sourire est très important. On va en parler aujourd'hui parce que ça va être un peu le sujet de notre discussion aujourd'hui. Et la deuxième, c'était la détente est peut-être plus sensible sur l'expire. Oui, mais je pense que ça dépend des personnes. Mais peut-être la détente, on voit l'expiration comme une forme d'assouplissement physique aussi. Donc peut-être dans ce sens, c'est plus sensible. Mais oui. Alors, il y a Laurence, oui. oui. Tu voulais ajouter quelque chose, François? Non, non, non. Non, non, j'allais Euh, continuer il y a Laurence qui demandait, peut-on dire que la concentration est totalement subordonnée au souffle? Non. La concentration peut prendre multiples objets. Elle ne prend pas nécessairement le souffle pour objet. Et à ce titre, elle n'est pas nécessairement développée sur le souffle. Mais il est clair qu'en développant des états de concentration, le souffle va être transformé, puisque le souffle exprime physiquement les états mentaux qu'on va percevoir. Donc, plus on va être concentré, plus le souffle va s'apaiser. Un bon moyen de savoir si on est concentré, c'est d'observer le souffle aussi. Donc, il est subordonné au souffle de manière... le lien qui opère entre l'esprit et le corps, mais le calme mental peut être complètement développé sans prendre comme objet le souffle. Et d'ailleurs, les Tibétains mettent une emphase assez forte sur les visualisations pour développer le calme mental. Voilà. Il y avait Cyril qui vient de rajouter une question. Bonjour, j'ai une question concernant la posture. Elle est un facteur limitant la durée des sessions de méditation et source de douleur, gêne. Je suppose que cette question de la posture ne se résout pas par une transformation de l'esprit uniquement. Non, après, ça dépend des corps de chacun, des dispositions physiques aussi. Hein. Des gens qui ont des problèmes de dos ou Lama Tsongkhapa avait des gros problèmes de dos, par exemple, qui est le fondateur de la lignée Gelugpa. Je ne sais pas s'il méditait. Bon, oui, il devait méditer et dépasser cette douleur, mais il y a quatre positions physiques pendant lesquelles on peut méditer, la position couchée, la position debout, la position accroupie, puis la marche. Si on sent qu'on a trop mal en restant debout et que ça devient vraiment un obstacle à la méditation, on peut totalement essayer de s'asseoir différemment sur une chaise ou bien se coucher, pour autant qu'on prenne une position qui soit bien distincte de la position de sommeil. Moi, par exemple, si je médite, je mets les mains derrière le dos, derrière la tête, comme ça, pour vraiment dire, comme un mudra finalement, pour se souvenir qu'on n'est pas là pour dormir, parce que méditation couchée, c'est plus difficile parce qu'on associe la position horizontale au fait de s'endormir. Donc on peut prendre une position qui est bien significative de la méditation, ça, ou mettre les mains sur le ventre. Et puis sinon, on peut méditer debout, en marchant. Donc la méditation n'est pas circonscrite à la position accroupie. On peut avoir la position de diamant aussi, ce qu'on appelle la position de diamant, on a les deux talons sous les fesses aussi. Voilà. En question, c'était tout pour l'instant. Bon, ben alors c'est très bien. Donc quelques obstacles qui surviennent lors de la méditation, c'est important de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour chacun, on va essayer d'avoir cette voie du milieu, cette voie du milieu libre des deux extrêmes. C'est souvent quelque chose qui est récurrent dans le bouddhisme, d'essayer de trouver l'équilibre. Et particulièrement pour la pratique de la concentration, c'est complètement une forme d'équilibre mental. C'est retrouver une forme de maturité mentale qui permet d'être complètement libre des extrêmes de différents obstacles qui peuvent survenir dans la méditation. Le premier, c'est la distraction. Bon, ça, on a vu que c'est un obstacle qui est récurrent. L'extrême pourrait être la survigilance, c'est-à-dire de se tenir à l'affût, et ça arrive souvent quand on commence à méditer. Chaque fois qu'on a une pensée, on dit « Ah, mais ça y est, j'ai pensé ça. Ah, mais j'ai pensé ça. Ben, ça revient. » Ça, c'est une forme de survigilance qui devient une perturbation mentale qui est liée à une forme d'aversion de soi aussi. Ça peut être une forme de violence
intérieure, de se dire, voilà, mais j'ai encore ça. Ah là là, mais tu as 40 ans, tu as encore ces pensées-là. Une forme de jugement. Ça, c'est l'extrême de la survigilance. Et puis l'inverse, quand il s'agit de distraction, c'est l'extrême de l'absence de monitoring, l'absence on ne prend pas du tout attention à la présence de ces distractions. On est simplement observant du souffle, mais on n'essaie pas du tout de développer la vigilance. Ça, c'est l'extrême. Donc, il faut que cette vigilance, et ça, dans un des messages de Google Forms du groupe de discussion qu'on a eu cette semaine, c'est revenu, comment on développe cette vigilance? Comment on développe cette vigilance qui essaie de percevoir, est-ce que je suis distrait, est-ce que je suis sur le point d'être distrait? Eh bien, cette vigilance, elle est produite par la pleine conscience. Comment je développe la vigilance dans la vie de tous les jours? Eh bien, je le développe en me concentrant sur les choses, en développant cette glue mentale qui va m'absorber sur quelque chose. Donc, plus je suis observant du souffle, plus j'ai ce point de référence qui va être cette petite tourelle de l'esprit qui va pouvoir voir l'activité. Mais si je n'ai pas cette tourelle, ce point de référence, je vais partir dans chacune de mes pensées. Donc, plus j'ai de calme, plus je suis focalisé sur quelque chose, plus j'arrive à percevoir où est-ce que mon esprit se situe. Est-ce qu'il est en train d'être distrait, sur le point d'être distrait? Le deuxième obstacle, c'est l'obstacle du sommeil, de la léthargie. Ça, c'est assez commun dans la méditation. Ça dépend des moments où on médite. Donc ça, il faut essayer de trouver les moments opportuns. Je déconseille juste après le repas, par exemple. Parfois juste après. Moi, je remarque que juste après, ça peut aller, mais une demi-heure après, il commence à y avoir une forme de léthargie qui est sans doute causée par la digestion qui se met en marche. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a de la léthargie, une envie de dormir ou de passer à autre chose? Il faut la différencier du manque d'enthousiasme. Parce que parfois, on est assez malin, on se dit non, mais je suis trop fatigué, il ne faut pas que je médite. Et puis, on arrête la méditation, mais on a une joie extrême à consulter ses mails ou à regarder les news sur le monde, par exemple. Donc là, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment une forme de léthargie, c'est simplement qu'on n'a pas du tout d'enthousiasme à méditer. Donc, dans un des sutras du Bouddha, un des discours, il a dit que, bon, ça c'est la version un peu élaborée, ça s'appelle le Kapala Sutta, il dit que si on a une forme de léthargie ou de sommeil, il faut déjà en prendre note. Si le fait de prendre note de ce sommeil ne met pas fin au sommeil, à cette léthargie, il faut essayer de plutôt passer à une méditation analytique. Si ce n'est pas le cas, il faut essayer de se frotter un peu la tête. Il dit aussi être en contact avec la lumière ou sortir dehors, regarder les étoiles. Donc il a instauré toutes ces étapes avant l'étape de simplement dormir parce qu'on est trop fatigué. Pour être sûr qu'on fait ça pour les raisons d'un vrai sommeil plutôt que d'un manque d'enthousiasme. Mais nous, ces étapes sont peut-être un petit peu trop compliquées, et simplement essayer de se dire est-ce que c'est vraiment un manque d'enthousiasme, est-ce que c'est vraiment une forme de sommeil ou un manque d'enthousiasme? Troisième obstacle, l'obstacle de la douleur, par exemple. On en a déjà un peu parlé, mais il ne faut pas essayer d'en faire trop souvent un entraînement. Il y a certaines méditations, notamment en Asie du Sud-Est, au Myanmar, en Birmanie, où on prend cet objet de la douleur physique, on se force à rester dans des positions douloureuses pendant des heures. Ce n'est pas tellement une emphase qui est mise dans le bouddhisme tibétain, même si observer la douleur, ça peut être une forme de compréhension de la manière dont on réagit à cette douleur, ça peut être très signifiant de l'observer, comment on réagit à la douleur, parce que très souvent, la douleur est causée par notre rejet de la douleur aussi, donc pouvoir l'observer, ça peut être important. Donc trouver cet extrême entre l'observer et se forcer à avoir mal en disant que c'est quelque chose que je peux comprendre, duquel je peux développer une forme de sagesse, et puis le fait de chaque fois qu'on a une position inconfortable, ça c'est l'autre extrême, essayer de changer. Non, il faut essayer aussi de se dire que cette capacité, cette propension à bouger sans arrêt, c'est une forme de distraction qui est causée parce qu'on a peut-être en fond d'esprit la sensation de vouloir toujours quelque chose d'agréable. Il peut y avoir quelque chose d'assez profond dans ces mouvements répétés. Donc, essayer d'être équilibré, pas trop
se faire mal, il ne faut pas trop se faire mal, mais pas non plus à chaque fois bouger qu'on a envie de bouger, parce que la distraction physique est beaucoup plus lourde finalement que la distraction mentale. La difficulté à détendre le souffle, ça arrive que des gens ont un souffle très court, très serré, et on peut avoir entendu que lorsqu'on atteint le calme mental, la première concentration, la quatrième concentration, pardon, le souffle finit par presque complètement s'arrêter. S'arrêter ou pas s'arrêter, je ne sais pas exactement, il y a différentes présentations, mais de se dire qu'il faut complètement arrêter le souffle pour être concentré, ça c'est une forme d'extrême aussi, parce que ça vient par étapes. Parce que si on essaie de se forcer à calmer le souffle, on va avoir une forme de tension intérieure qui va être néfaste. Le bruit, qu'est-ce qu'on fait quand il y a le bruit? C'est un petit peu comme la douleur dans le corps. Il faut se dire que le silence est quasiment impossible. Moi, dans tous les endroits où j'ai pu méditer, même dans l'Himalaya, dans les montagnes, le silence n'existe pas, il y a toujours un bruit. Qui peut être un bruit mental, qui peut être un bruit simplement de nos oreilles qui font du bruit, les oiseaux dehors. Le bruit est omniprésent, on doit travailler avec ça. Et l'inverse, c'est toujours se dire que le bruit va être une manière de comprendre quelque chose. Comment je réagis au bruit. Ce qui peut être une forme de méditation analytique, mais pour le calme mental, s'il y a trop de bruit, mettre des écouteurs, demander à nos voisins de faire moins de bruit, ou essayer de s'isoler, ou trouver un moment de la journée où il y a moins de bruit, ça peut être important. Trouver ce juste milieu. Pas se forcer, pas en faire quelque chose où il faille se forcer en disant, mais voilà, si je suis impatient à l'idée qu'il y ait du bruit, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que je travaille à l'intérieur de moi. Méditation analytique et méditation de calme mental ne se font pas nécessairement au même moment. Il y a des émotions fortes qui peuvent venir quand on médite aussi. Il peut y avoir l'ennui, le découragement, le remords, la culpabilité, l'anxiété, la tristesse, l'attachement, avoir des souvenirs récurrents, une forme de colère aussi. Donc dans la pratique du calme mental, il faut calmer l'esprit. Donc il faut essayer de ne pas suivre ses pensées. Pas en tant qu'ennemi, parce que si on fait des pensées nos ennemis, elles vont être nourries par notre aversion. Il faut essayer simplement de se dire, c'est pas le moment. Je calme l'incendie, je calme le feu intérieur de l'esprit à travers le souffle, et peut-être qu'après, j'aurai plus de disponibilité mentale pour inclure ces facteurs-là dans une méditation analytique. Et je vous encourage d'ailleurs à ne pas faire du calme mental simplement votre entraînement. Essayez de faire en sorte qu'une fois que vous avez détendu l'esprit, de profiter de cette opportunité merveilleuse de pouvoir comprendre quelque chose sur les émotions que vous traversez. Donc, essayez de prendre ces émotions comme des distractions sans les renier, sans les prendre comme des ennemis, sans avoir d'attitude belliqueuse. Et l'inverse serait de ne rien faire après ça, d'avoir ces émotions, une fois qu'on est détendu, on les oublie. Le manque de motivation peut être un obstacle aussi. Et on peut se dire, voilà, je suis incapable, j'ai commencé la méditation, j'arrête encore, j'ai encore arrêté, je suis incapable de le faire. Ça, c'est une forme de méconnaissance de notre potentiel. Et puis, c'est surtout une forme de fusion cognitive en se disant, je suis mes propres échecs. Et s'identifier à nos propres échecs, c'est quelque chose qui nous empêche d'évoluer. Mais il ne faut pas avoir d'objectif irréaliste dans la méditation. Il faut avoir cet esprit de débutant qui est très dur à trouver quand on médite depuis des années, par exemple. Mais à des moments où la vie est mouvementée, il faut avoir cet esprit de débutant en simplement acceptant qu'on a du mal à se concentrer sur l'inspiration et l'expiration, sans même parler de visualisation. Simplement ça, c'est difficile. D'avoir cette humilité d'observer mon souffle comme il est à chaque fois, sans essayer de penser que la ligne de progression va être nécessairement linéaire ou exponentielle. Il peut y avoir aussi de l'attachement pour la pratique. Voilà, parce que je me sens bien pendant la méditation, et ça, on va en parler aujourd'hui sur le thème des sensations. L'attachement pour la pratique est une forme d'obstacle aussi. Parce que pour ces 4 éléments qu'on a vus, on va se dire, ah ouais, mais la détente, c'est quand même beaucoup mieux que de commencer par observer l'inspiration et l'expiration. Donc on a, il faut absolument que j'ai cette détente, il faut que j'ai cette détente, il faut que j'ai cette détente. Et ça, c'est une forme de tension intérieure qui va créer la distraction, qui va éloigner l'esprit de la tension au souffle, qui va empêcher le souffle de devenir naturel
et l'esprit de se reposer dans le souffle. Donc l'attachement pour la détente, c'est un obstacle. Ce qui produit la détente, c'est l'absorption de l'esprit sur le souffle. Ce n'est pas le fait de simplement vouloir la détente. Il peut arriver également qu'on ait cet obstacle dans la méditation d'une forme de sagesse. On se dit, on a découvert quelque chose aussi. Et bien encore une fois, on peut en faire une note mentale et puis le retrouver plus tard. Pas essayer de prendre l'habitude d'être réveillé de nos méditations par des réflexions. Parce qu'il faut bien faire la différence entre la méditation de calme mental et la méditation analytique. Parce que sinon, on va faire en sorte que chaque fois, on va perturber nos méditations de calme mental avec une forme de réflexion. Non, quand on commence la méditation, on se dit pendant 20 minutes, je vais faire du calme mental et je vais faire que ça. Et après, si on a quelque chose qu'on a découvert qui a surgi dans notre esprit d'assez clair, on va le retrouver dans la méditation analytique. Voilà quelques-uns des obstacles, il y en a certainement d'autres, mais on va passer maintenant à cette suite de la méditation du souffle. Et on va parler de la joie aujourd'hui, de l'enthousiasme, du rafraîchissement mental qu'on peut générer avec le souffle. Donc on voit que cette méditation sur le souffle, c'est une forme de séquence, du plus grossier au plus subtil, du souffle à l'endroit où il en est quand on commence à méditer, au souffle un peu plus calme, à l'attention aux particularités du souffle, et puis ensuite, on va être conscient du corps dans son ensemble, détendre le corps, et maintenant on va être toujours conscient du souffle, mais conscient de cette expérience qu'on fait. La joie n'est pas une fin dans la méditation. Ça, c'est important. La joie est un moyen. Dans de nombreux sutras, discours du Bouddha, il prend cette séquence comme ça et dit, ben voilà, c'est pas la peine de vouloir la joie. Quand on a une discipline éthique et qu'on a une vie équilibrée, la joie, elle vient naturellement. C'est pas nécessaire de vouloir la concentration. Quand on a de la joie, la concentration, elle vient toute seule. C'est pas nécessaire de vouloir comprendre la nature de la réalité. Quand on a la concentration, la nature de la réalité nous apparaît. Donc, il faut bien se souvenir, et ça peut être le point de départ de cette deuxième session, c'est de se souvenir que ce qu'on fait dans la journée va complètement conditionner notre capacité à nous détendre aussi. Pas espérer que la technique de la méditation va être toute puissante, encore une fois. Donc la joie n'est pas une fin, c'est un moyen, mais un moyen indispensable. Quand on acquiert le calme mental en un point, on a cette joie, cette félicité immense qu'il faut avoir permise en nous. Et là, on va essayer de voir les distinctions. Quel est le type de joie qu'on doit faire poindre en nous, sur lequel on doit s'appuyer? Parce que le souffle, si on considère sans arrêt que le souffle est quelque chose d'ennuyeux, encore une fois, l'esprit, il va y avoir un système de valeurs qui va permettre à toutes les choses de la vie de tous les jours d'avoir beaucoup plus de place à notre attention. Elles vont remplacer, elles vont écarter elles vont pousser le souffle, elles vont dire, ben voilà, c'est quand même beaucoup plus important ce qu'on va manger pour le midi de Pâques, par exemple. Cette petite bouteille de vin qui attend dans le tiroir, ou ce film qu'on va regarder ce soir. Et à côté, on va voir le souffle qui est complètement... C'est comme si on nous présentait un plat de riz sans sel, et à côté, voilà, un délicieux plat gastronomie française. Bon, on ne fait pas le choix. Donc il faut que le souffle, on arrive à l'énergiser de joie aussi. Et quand on a acquis un peu de calme mental à travers l'observation de la détente, on peut maintenant laisser place à l'observation à travers le souffle d'un peu plus de joie. Il ne s'agit pas d'un autre objet. Ça, c'est important. À mesure qu'on développe le calme mental, on ne change pas d'objet. On a toujours le souffle. Mais les facteurs mentaux, ce qu'on appelle les émotions, ou les facteurs mentaux, les paramètres de la conscience, de l'esprit vont changer. Par exemple, quand on commence la méditation, on peut avoir une attention sur le souffle, mais il y a beaucoup de léthargie. On n'arrive pas à avoir un engagement positif pour cet objet. Il y a beaucoup de distractions, on oublie l'objet. Donc, les qualités de l'esprit
vont changer entre le moment où on commence à méditer et le moment où on atteint le calme mental. Qu'est-ce qui va faire du début à la fin? C'est qu'au début, il y a beaucoup de distractions et on va développer le pouvoir de la vigilance, on va développer le pouvoir de la concentration, on va développer le pouvoir de la joie, l'effort joyeux, on va décupler le pouvoir de la familiarisation, on va décupler le pouvoir de la pleine conscience. Donc, les paramètres de l'esprit, les manières de connaître vont toujours être portés sur le souffle, mais vont avoir d'autres attributs. Donc, on est toujours conscient du souffle, mais il y a des choses en nous qui se débloquent, on peut dire. Ça, c'est important. Donc, dans toute cette explication, cette séquence qu'on voit, il faut bien se dire que c'est toujours le souffle qui est l'objet de mon appréhension, qui est l'objet de ma méditation. Mais c'est en moi des choses qui se débloquent. La joie, parce qu'il faut aimer le souffle, ça c'est important. Comment on peut méditer pendant 25 minutes, 1 heure, si le souffle est un plat de riz sans beurre ou sans huile et sans sel? Il faut aimer ce souffle. Et quand on a vu dans le 4e point, voilà, comment je peux faire que le souffle exprime cette détente? Ben, on va commencer à l'aimer, le souffle. Le prendre comme un enfant, par exemple, avoir cette même bienveillance. J'inspire, je calme, et que ce souffle devient une porte d'entrée à la détente profonde. Et naissant de cette détente vient la concentration profonde. Et naissant de cette concentration peut venir la sagesse profonde, l'observation de la nature de la réalité, de nous-mêmes, du processus qui élabore nos émotions. Donc c'est une porte d'entrée, une transformation intérieure. C'est plus quelque chose d'ennuyeux. C'est plus le plat de riz, là on commence à mettre des légumes. J'inspire, conscient de mon corps qui se détend, mon souffle commence à se détendre, et on commence à aimer le souffle. Il faut aimer l'objet de méditation, ça c'est important. Ce qui fait qu'on aime le souffle, c'est encore une fois ce qui vient avant la méditation, c'est-à-dire recréer notre motivation. Pourquoi je médite? En quoi ça va m'apporter quelque chose? Quels sont les problèmes de la distraction? Ça va nous faire aimer le souffle. Mais il y a également ce qu'on fait durant la méditation qui doit nous aimer, de débloquer en nous cette capacité à simplement avoir de la joie. Voilà, simplement avoir de la joie. Et plus on a de la joie à observer le souffle, plus l'esprit va s'absorber. Le pouvoir d'aimantation, je ne sais pas si ça se dit, mais pouvoir de... Bref. Je pense que vous avez... Au départ, entre l'esprit et le souffle, il n'y a pas une forme d'aimant, il n'y a pas d'attraction. Et plus le souffle nous apparaît comme quelque chose de puissant, de calme, de joyeux, plus l'esprit va avoir cet aimant. Et cet aimant, on a vu, c'est l'aimant de la vigilance, c'est l'aimant de la pleine conscience. Cette glu mentale, c'est d'avoir aussi en face de nous un objet qu'on aime, qu'on a électrisé avec, pas électrisé, c'est pas le bon mot, qu'on a rendu joyeux, qu'on a rendu agréable. Et cette joie, elle équilibre l'esprit, ça c'est important, parce que l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on atteint le calme mental, c'est un état d'esprit qui est libre de colère, qui est libre de jalousie, qui est libre des perturbations mentales, de jugement de soi, qui est libre d'attachement. Et quand on a cette joie, d'ailleurs c'est pour ça quand on est en vacances, on a moins de perturbations mentales souvent, c'est qu'on se sent bien, on est juste bien. Donc la joie permet aussi de créer cette équanimité mentale qui permet aux émotions perturbatrices de commencer à sortir de l'image de notre esprit. Donc des sensations, et là c'est ce qu'on doit observer, les sensations dans le bouddhisme c'est un facteur mental, c'est une manière de connaître. Mais il y en a qui sont dépendantes du corps et il y en a qui sont dépendantes de l'esprit, des choses mentales. Donc nous on va essayer d'être sensible à cette expérience satisfaisante qu'on fait. Et de manière subtile, on commence à porter attention à notre esprit. Quelle est mon expérience quand j'observe le souffle? Comment je fais une expérience? Est-ce que c'est une expérience satisfaisante ou est-ce que c'est une expérience insatisfaisante? Et ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est que quand on commence à observer un peu la qualité de notre expérience et qu'on est plus porté vers l'esprit,
on va pouvoir commencer à observer beaucoup plus à fond nos émotions et la nature de l'esprit aussi. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. La semaine prochaine, on verra, j'ai un petit peu changé, je suis désolé, mais parce que je pensais que ce serait bien de passer un peu plus de temps sur les sensations. La semaine prochaine, on verra observer les pensées et puis observer la nature de l'esprit. Donc insensiblement, on commence à être un peu plus conscient de l'objectif de la caméra plutôt que pas l'objectif de la caméra, l'objectif du projecteur de cinéma plutôt que le film lui-même. On commence à intégrer quelle est mon expérience, quelle est l'expérience que je fais quand j'observe mon corps détendu. D'accord ? Et là, vous pouvez vous poser cette question maintenant. Quelle expérience je fais? Observer mon souffle. On peut faire ça, ce test, quelques secondes. Quelle est la qualité de mon expérience? Quand j'observe mon souffle et que mon souffle s'est calmé, que j'ai eu l'impression d'avoir ce souffle comme j'avais un bébé dans mes bras finalement. Alors là, je vais autoriser cette expérience joyeuse. Et me reposer dans cette expérience joyeuse. Et on voit que la séquence, elle se poursuit naturellement. Une fois qu'on a observé la détente du corps, voilà, on va essayer d'agir sur ce petit levier, cette petite latitude qu'on a en se disant, mais voilà, une expérience satisfaisante, rafraîchissante. Donc il y a deux types de sensations plaisantes. Il y a celles qui provoquent des expériences insatisfaisantes. Par exemple, quand on a une tendance à, je ne sais pas moi, être attaché pour avoir une forme d'avidité pour la nourriture, par exemple. C'est sûr, la première fois qu'on voit un plat, on a cette expérience satisfaisante, mais elle porte à l'intérieur d'elle une forme d'électrisation, et là je peux l'employer, qui va perturber la paix de l'esprit. On dit que ça, c'est une sensation qui supporte l'adhérence mentale, pas l'adhérence de la pleine conscience, mais l'adhérence d'exagérer les qualités de quelque chose. Et qui, par voie de conséquence, produit un peu plus d'avidité, un peu plus l'incapacité d'avoir une expérience pacifiée aussi. Donc ça, quand on a ces sensations-là, ce n'est pas forcément des sensations qu'on peut suivre, qu'on devrait suivre. Et puis, il y a les sensations qui supportent la délivrance, qu'on appelle la délivrance. C'est les sensations qui sont les sensations qui naissent en dépendance de la paix de l'esprit. Quand on a atteint le calme mental, cette paix libre d'attachement excessif, libre d'hostilité, libre de colère, cette paix et la sensation complètement pacifiée, plaisante qui naît de cette expérience, ça c'est une sensation qu'on doit poursuivre pour développer le calme mental. Donc il y a vraiment une différence dans nos sensations. Parce qu'il peut arriver que dans la méditation de calme mental, on est tout à coup, on sent quelque chose de très agréable dans le corps. Très agréable. Et il faut faire attention de ne pas s'attacher à ça, de ne pas avoir de l'avidité pour ça. Parce qu'auquel cas, on quitterait le souffle et puis on arriverait dans cette sensation qui supporte l'adhérence plutôt que la délivrance. Donc vraiment, le meilleur moyen de savoir laquelle des deux, c'est de conserver une appréhension du souffle. Quand on est vraiment sur le souffle et qu'on l'a calmé, que cette sensation ne nous fait pas partir de l'objet, qu'elle nous conserve sur l'objet, qu'elle porte en elle une forme de paix, et bien on peut se dire, voilà, c'est ça qu'il faut développer, cette joie-là, plutôt que la joie comme un shoot, finalement, qu'on se ferait à nous-mêmes en méditant, avoir, oh là là, je me sens bien, j'ai vraiment une... Non, parce que ça va perturber l'esprit, parce qu'on va en vouloir plus.
ah oui, comment je peux faire pour en avoir plus? Je vais sauter les deux autres étapes, je vais aller tout de suite là-dedans, parce que c'est ça mon truc. Et ça, la fois prochaine, quand on va attaquer la méditation, on va avoir une forme de crispation mentale, de vouloir absolument. Cette avidité va créer un problème parce qu'on on va plus procéder par étapes, on va vouloir le résultat tout de suite. Donc ça, c'est important. La sensation qui supporte la délivrance, c'est cette sensation qui est libre des perturbations mentales. Mais c'est important aussi de réhabiliter les sensations plaisantes qu'on peut avoir, qui sont en lien avec la paix mentale, qui sont cet extraordinaire moyen qu'on a de faire les choses, pas parce qu'on y est forcé, mais parce qu'on voit positivement les bienfaits que ça a. Se dire, voilà le souffle merveilleux. Et là, le sourire peut venir naturellement. Autoriser ce sourire, se dire, oh, j'inspire. Et naturellement, l'esprit va être complètement enclin à s'absorber sur l'esprit, sur le souffle, pardon. Naturellement, on le prend par la main, on ne le force plus, l'esprit. On appelle ça, cette cinquième étape, c'est piti. En sanskrit, c'est piti. La comparaison qui est souvent prise, c'est piti, c'est comme de trouver de l'eau dans le désert, par exemple. Cette sensation rafraîchissante. D'ailleurs, certaines traductions disent que c'est plutôt que de la joie, et c'est de voir cette sensation, cette expérience rafraîchissante qu'on fait. Les mots, ne pas essayer de penser que ça va être une joie, waouh, on va voir cette électrisation du corps tout entier. Non, c'est une joie qui est tendre, qui est douce, une forme de rafraîchissement mental. Ça, c'est piti. Et la sixième étape, une fois qu'on a cette sensation plaisante, cette joie, ce rafraîchissement, et qu'on est toujours conscient du souffle, parce que cette sensation plaisante, elle naît parce qu'on se concentre, elle n'est pas parce qu'on le veut seulement, elle naît parce qu'on commence à vraiment concentrer l'esprit, à s'absorber. Et bien on va aller plus loin, on va voir sukha. Sukha, c'est parfois traduit comme bonheur, comme moi je trouve que contentement c'est pas mal. Il y a félicité aussi. Félicité, c'est une forme de joie, de bonheur intense et calme et pacifié. Et la comparaison qui est souvent prise entre la différence entre piti et sukha. Sukha, c'est l'inverse de dukkha. Dukkha, c'est le problème, quelque chose qui coince. Sukha, c'est quelque chose qui est décoincé, qui est relâché, qui est calme. Donc une fois qu'on a observé la détente, on observe l'expérience qu'on fait de joie, et puis quand on s'installe dans cette expérience de joie, tout à coup on commence à avoir un contentement profond. Et l'analogie qui est faite, c'est que piti, c'est comme de trouver l'eau dans le désert, et sukha, c'est simplement boire l'eau dans le désert. Cette sensation de rafraîchissement, de contentement. Pas de contentement en pensant qu'il n'y a rien à faire dans l'existence, mais ce contentement en disant, voilà, je suis libre des perturbations mentales, j'ai plus besoin de courir après quoi que ce soit. Je m'installe. Plus je m'installe dans le présent, plus j'absorbe mon esprit dans le présent. Et c'est une forme de bienveillance profonde pour soi. Parce qu'une fois qu'on fait cette expérience de calme profond, conjointe avec un esprit détendu, joyeux, ben naturellement, on peut essayer d'offrir cette pensée en se disant, voilà, puissent tous les êtres avoir cette paix aussi, libres de leurs perturbations mentales, libres de leur colère. Et la bienveillance qu'on peut avoir pour les autres, en dépendance de quelque chose qu'on a observé en nous en temps réel, est très forte aussi. Puissent les êtres avoir cette paix mentale, être libres de leurs perturbations. Et là, on a en direct ce que c'est que d'être libre. Parce qu'on parle parfois du contentement, il faut avoir du contentement dans le présent, mais voilà le moment de la méditation où on peut essayer de le vivre, ce contentement, et avec quelque chose qui n'est rien d'autre que le souffle.
Ce plat de riz François, qu'on en avait au fait, départ. ton son s'est dégradé. Je ne sais pas si tu m'entends. Ah, Là, c'est mieux. Mais du coup, il faudra peut-être qu'on switch à un moment ah sur ta oui, connexion. Ouais. Là, ça va, c'est revenu. d'accord, ok. Bon, on va passer à la méditation de toute façon. N'hésite pas à me dire, hein, mais sinon je peux. Ça va, vous m'entendez bien? Là, c'est bien, ouais. Ouais. Ah ouais, non, là, c'est revenu. Sinon je coupe ma vidéo, hein? Non? Pour l'instant, ça va, écoute, D'accord, comme ok. tu veux. Euh, Ah maintenant c'est, pardon, j'ai pas. Excusez-moi. Cycle d'approfondissement. Je vais le mettre quand même en. Ok. Voyez un petit peu la séquence? Donc c'est facile dans l'abstraction de se dire il faut que j'ai du contentement, mais quand on a la possibilité maintenant, en temps réel, de l'exprimer à travers le souffle, voilà la chance qui nous est donnée de le faire vraiment. Avoir du contentement pour le temps présent, c'est pas avoir du contentement pour toutes les choses existantes dans la vie, c'est aussi avoir du contentement pour simplement le fait d'observer notre souffle. Comment on développe ce contentement à travers ces étapes. Okay. Donc on va faire quelques minutes de méditation pour revoir ces 4 premiers points, puis on va essayer de voir les 2 autres. Donc je vous invite à reprendre une position confortable. J'inspire, conscient de l'inspiration. J'expire, conscient de l'expiration. J'inspire, je peux me demander déjà si mon souffle a changé depuis le début de la méditation, puis tout à l'heure, ou pas. J'inspire, conscient des caractéristiques du souffle. Est-ce que mon souffle est lent, court, profond, long? À présent, j'observe à la fois mon souffle et mon corps dans son ensemble. Le corps du souffle, on pourrait dire.
J'inspire, conscient maintenant à la fois du souffle, du corps dans son ensemble, mais je suis également sensible à la détente. J'inspire, je calme les activités du corps, je calme les activités du corps pendant l'inspiration et pendant l'expiration. Le souffle est toujours l'objet premier de mon attention. Et à mesure que mon esprit se calme, peut-être devient plus englué, on pourrait dire, sur le souffle, j'observe, je suis sensible à ces interstices d'expériences satisfaisantes et joyeuses. J'inspire, sensible à cette expérience satisfaisante d'observer le souffle, le corps calme. Comme si le souffle était cette eau que j'avais trouvée dans le désert. Ce souffle calme est l'eau que j'ai trouvée dans le désert. J'inspire, sensible à cette expérience satisfaisante, rafraîchissante, joyeuse et calme. Et ce n'est pas auprès d'un verre rempli d'eau que je puise cette expérience satisfaisante, je la puise en observant simplement le souffle.
Je suis sensible maintenant à ce contentement, ce petit bonheur. D'observer le souffle. J'inspire, conscient du souffle et sensible à cette expérience profonde de contentement, peut-être. J'expire, consciente de cette expérience de bonheur, contentement. Comme si auprès du souffle, j'avais trouvé cette eau que je bois à présent. Ce souffle calme. Calmement, vous pouvez réouvrir les yeux, prendre une position normale. Et nous allons avoir quelques minutes peut-être avant qu'on se sépare à 11h30. On va essayer d'être à l'heure. Si vous avez quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions, Arnaud? En fait, il y en avait quelques-unes avant le petit temps de méditation. Donc, après, ça dépend de toi. En tous les cas, sur Zoom, vous pouvez, si vous avez quelque chose de prévu juste après, vous pouvez tout à fait partir sans que ça dérange le reste de la session. Et puis après, je ne sais pas, toi, François, si tu veux prolonger. Alors, on va, pour ceux qui souhaitent nous partir maintenant, ce qui est complètement normal puisqu'il le temps est terminé, vous pouvez, si vous avez, peut-être qu'on peut mettre sur Zoom le lien pour s'inscrire sur le groupe Google. Non, peut-être c'est compliqué ça. Ouais, je pourrais le faire, mais je ne suis pas sûr de l'avoir. Non, bon, tant pis. Vous pouvez interagir pendant cette semaine. Tout à l'heure, nous allons vous envoyer un plan de méditation pour la semaine qui vient, si vous souhaitez le suivre. Voilà, et puis interagir avec d'autres sur Google Group. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour méditation sur l'observation des pensées, puis comment ça peut nous conduire à essayer de comprendre un peu mieux la nature de la conscience, la nature de l'esprit. Et la fois d'après, on essaiera de continuer pour voir comment le souffle peut nous amener à comprendre l'impermanence aussi, qui est un sujet passionnant et encore plus important pour le temps qu'on vit aujourd'hui de confinement avec ces perturbations mondiales. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre, à quel point ça peut nous aider aussi. Donc, bonne journée. Puis moi, je reste encore quelques minutes pour répondre à des questions s'il y en a. Et puis, à bientôt.
Donc, il y avait Evelyne qui demandait, en fait, elle disait à un certain moment, la rétention entre l'expire et l'inspire et inversement devient de plus en plus longue, parfois très longue. Est-ce normal? Je laisse faire. Oui, bah, c'est bien laisser faire. C'est le meilleur, c'est la meilleure chose à faire. Il faut laisser faire. Oui. Il y avait Guillaume qui disait, et en cas de manque d'enthousiasme, donc, il met exemple lecture d'un article du Monde, ce que je comprends que ça peut être peu enthousiasmant, je ne sais pas. En tous les cas, en cas de manque d'enthousiasme, comment faire? Sachant que tu as enseigné après, donc peut-être que tu as déjà répondu. Ben, manque d'enthousiasme, c'est de savoir prendre du temps aussi, pas seulement pour la méditation, parce que parfois on a l'impression que la méditation seule suffit, et savoir prendre du temps pour se poser des questions en se disant mais à quel point c'est important d'être concentré aussi. Savoir vraiment prendre du temps pour réfléchir aussi. Moi, je ne conseille pas à tout le monde de méditer. Euh, Parfois, simplement se poser quelques minutes, poser des questions en se disant mais qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir aussi dans ma vie par rapport à mon esprit aussi. C'est important. La motivation, elle peut être nourrie de différentes manières. En pratiquant, il y a 9 étapes qui conduisent au calme mental. Quand on arrive à la 5e, l'enthousiasme, il naît naturellement. Et c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Quand on commence à voir que le souffle est joyeux par lui-même, on n'a plus besoin d'essayer de le nourrir par la pensée, par la réflexion. Simplement en regardant le souffle et en étant absorbé par la joie qui naît, voilà, les bénéfices, ils sont là, on les sent, on sent cette paix profonde. Donc il y a un moment, quand on pratique le calme mental, où les bénéfices, les bienfaits de la méditation apparaissent naturellement, directement. Mais sinon, on peut lire, se renseigner sur la méditation, venir au centre Kala Chakra. Il y a plein de choses possibles. Il y a Sarah qui en fait partagé l'expérience qu'elle a eue. Elle a fait une retraite de 3 semaines Vipassana en Birmanie. Et donc, ils ont travaillé sur la douleur, comme tu t'évoquais, avec l'expérience qu'au bout d'un certain temps, la douleur était toujours là, mais que c'était plus une gêne. Et donc, il y avait une règle qui était de changer de posture que 2 fois dans une séance d'1 heure. Ouais. Oui, alors après, Euh, c'est différentes techniques. Moi, j'ai fait des retraites de Vipassana où on ne bougeait pas pendant 1 heure et demie. C'était une indication, ce n'était pas un commandement où on venait nous taper dessus si ce n'était pas le cas. Ça peut servir. Après, il faut que ça apporte un bienfait, en tout cas. Il faut que ça ait un sens. Il faut s'en servir pour quelque chose. Maintenant, moi, je pense que les paramètres de motivation et de connaître la technique sont parfois plus importants que simplement se dire est-ce que je vais bouger ou pas pendant la méditation. Mais observer la douleur, oui, ça a de grands bienfaits. Et la remarque qui a été faite, c'est qu'à un certain moment où on voit à quel point la douleur, euh, elle est multipliée par notre réaction à la douleur. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aperçoit quand on médite sur la douleur physique, que quand on laisse et qu'on accepte totalement l'apparence de cette douleur ou l'existence de cette douleur, eh ben, on supprime le rejet de l'esprit et à ce moment-là, on aperçoit que dans le corps apparaît quelque chose qui est comme un mouvement d'énergie puissant, comme un orage en été, par exemple, plutôt que quelque chose d'insupportable. Et on voit que la douleur, c'est une circulation d'énergie dans le corps, finalement. Je ne sais pas si ça répond trop à... il y a Magali qui demandait en fait, donc j'imagine quand tu fais une méditation analytique après la méditation de concentration, est-ce qu'on définit l'objet avant le calme mental ou est-ce qu'il est plutôt conseillé de le laisser émerger suite à cette méditation de calme mental et de s'en saisir pour cette méditation analytique? Euh, on peut le faire avant ou après. Je pense qu'il n'y a pas d'indication. Parce que peut-être que pendant la méditation, on va avoir quelque chose d'important sur lequel on va vouloir réfléchir, qu'on n'avait peut-être pas eu avant. Il faut s'adapter. Ça demande il y a beaucoup d'adaptation dans la méditation. Encore une fois, quand on a ce manque d'enthousiasme, plutôt que de méditer sur le calme mental, prendre simplement 10 minutes pour rétablir notre enthousiasme. Donc il faut s'adapter au mouvement de la vie, au mouvement de notre quotidien aussi. Mais ça peut se faire en choisissant avant ou après la méditation de calme mental. Il n'y a pas de... Vous êtes libre là-dessus, je pense. Oui. Après, il y a plein de merci, de gens qui te remercient, François. Ben, merci à vous. Euh, Oui.
Et puis, en fait, le lien a été partagé, mais du coup, il y a des gens qui ont essayé. Je pense qu'il faut que tu leur donnes, la permission. Ah d'accord, Mais ok, ok. effectivement, on renverra ça dans l'email. Et puis, la dernière chose, c'était, il y a beaucoup de commentaires, donc je ne me rappelle plus qui c'était, mais qui demandait si on pouvait faire une petite dédicace pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment. Ah ben c'est bien ça, oui c'est bien, super. Ok, ben on peut faire ça pendant 2 minutes. Par la réjouissance qu'on a eue, vous pouvez reprendre une position confortable pendant 2 minutes. On peut essayer d'avoir cette pensée altruiste. C'est une très bonne idée de prendre ce temps aussi. On a vu quand on commence à avoir une forte appréhension de la paix intérieure, ou en tout cas d'un peu plus de joie ou d'un peu plus de détente, et ben on a une substance à offrir finalement. La substance qui a été notre propre expérience, et on peut se dire, ben voilà, puissent les êtres qui connaissent l'angoisse, la dépression, reconnaître cette joie intérieure, la faire naître en eux, puissent-ils connaître un peu plus la nature de leur esprit, cette chose mouvante qui est changeable, qui est transformable. Donc puisse l'humanité entière, les êtres sensibles en général, avoir cette paix, ce contentement, ce contentement de ce qu'on a, des biens matériels qu'on a. On voit dans une ère où l'attachement et l'avidité produit une charge sur la planète immense à travers notre consommation. Avec ce contentement qu'on peut développer dans la méditation peut, à grande échelle, avoir des impacts immenses sur le climat aussi, sur la paix. Puissent tous les êtres posséder cette paix intérieure et puissent les bienfaits que j'ai cultivés durant cette méditation en activant ma réflexion, ma concentration, puisse cela rayonner sur les êtres autour de moi, ma famille, me conduire à avoir plus de générosité, d'altruisme, de bienveillance, que cette cascade vertueuse, comme les messages viraux sur Facebook, se multiplier et apporter des bienfaits à tous les êtres. Tous les êtres. Voilà, merci à tous.